Chapitre 11. Première apparition. L'animation japonaise, telle qu'elle est réalisée de nos jours, doit tout à la première série d'Astro le Petit Robot en 1963. La série que nous connaissons en France étant son remake des années 80. En effet, Osamu Tezuka, je n'arrête pas, je confonds avec Osamu Dezaki, c'est un car designer, c'est pour ça que je oui. Donc Osamu Tezuka, il emploie pour la première fois l'animation limitée, ou comment ne faire que 4 ou 5 dessins par seconde quand on en exigerait 24. Les cartoons américains font du 12 images par seconde. Ou la réutilisation de séquences entières chaque semaine, comme le passage où Actarus court dans les couloirs et se jette dans le vide ordure pour se métamorphoser et faire décoller Goldorak. La toute première traduction de planche de manga à être proposée en France est Bushido Mazunden d'Hiroshi Hirata dans Judo Kadega, puis Budo Magazine Europe, publication consacrée au judo, et ce sans en avoir préalablement acquis les droits. D'ailleurs, ce souci de respect du droit d'auteur sera de nouveau en branle à plusieurs reprises par la suite avec les mangas édités chez l'éphémère éditeur Samurai, qui gérait un magasin de produits dérivés venus du Japon. On notera dans son catalogue la toute première édition française du manga Berserk, qui sera ensuite proposée par 3 éditeurs différents. Le manga Gen d'Hiroshima sera lui aussi proposé à 3 reprises pour parvenir sur 20 ans à être enfin proposé dans son intégralité dans notre beau pays. Autre tentative d'édition de manga avant le grand boom des années 90, qui suivra l'arrivée d'Akira, Le Vent du Nord est comme le hennissement d'un cheval noir, de Shotaro Ishinomori, qui sera le premier manga édité en album, mais en grand format. Hiroshima de Yoshihiro Tatsumi et le secret de l'économie japonaise, en bande dessinée, toujours chez Ishinomori. Nous notons que cet important auteur fait partie des 3 grands pionniers du manga, avec Osamu Tezuka et Go Nagai. Par ailleurs, créateur de Sankukai, Kamen Rider, Nolan ou encore Cyborg 009, il avait déjà attiré le regard de ces pionniers de l'édition du manga en France. Les 6 numéros du Krikitu sera la seule expérience pérenne. Édité depuis la Suisse par Atos Takemoto, sa disparition sera plus due au refus de la France de lui accorder son numéro de commission paritaire, indispensable pour la vente de revues publiées hors de France pour pouvoir être édité chez nous, qu'à sa mévente. Dans un autre domaine, des mangas pornographiques sont traduits, Mutant, Android ou Scorpion. Seul cas de manga traduit partiellement issu d'un succès télé dans les années 80, le manga de Candy, au format poche et colorisé, et bien sûr retourné, dans les 12 numéros de Candy Poche. La série Candy est de nos jours bloquée car la dessinatrice avait réalisé des cartes postales sans l'autorisation de la scénariste. Elles sont depuis en froid et ont bloqué les droits. Un éditeur DVD en France avait sorti 2 coffrets DVD qui n'ont jamais été en magasin. La publicité préalable dans les magazines féminins ayant attiré l'attention des ayants droit qui ont fait saisir les exemplaires. Donc ça a été retiré de la vente avant même d'y être. Mais ils en ont fait quoi alors? Ils ont détruit? Alors normalement ils sont censés en avoir détruit, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont traversé les mailles du filet. Il y a quelques gens qui les ont, hein, c'est pas fan. D'accord. Donc ils sont très rares. Oui, et donc chers. Oui. C'est la librairie Tonkam de Paris qui, la première, sortira un manga à la japonaise, c'est-à-dire sous jaquette et dans le sens japonais. Ce manga, c'est Video Girl Eye de Masakazu Katsura, dont on connaissait à l'époque l'animé de Wigman diffusé au Club Dorothée. Des soucis d'édition ont fait que les 3 premiers tomes ne donnaient pas satisfaction à Dominique Véret, fondateur de Tonkam, dont le nom est un mot thaï qui signifie « celui qui ramène la fortune ». Il lui avait été donné par un moine lors d'un voyage. Les 3 premiers tomes furent donc corrigés pour leur réédition. Le premier film d'animation programmé directement dans son intégralité sera Shonen Sarutobi Sasuke, baptisé La Forêt au Sortilège, le 22 septembre 1961. Mais il semblerait que sa projection ne soit que pour la Belgique. La France aura 7 mois plus tard Le Serpent Blanc, alors titré La légende de Madame Pei Nyang. En 63 sort le film Seiyuki sous le nom de Alakazam le Petit Hercule, uniquement en province. Il sera suivi en 71 de Rémi sans famille et de 3000 lieues sous les mers, Bulle sous la mer, suivi de Cyborg 009, les joyeux pirates de l'île au trésor, Le Chaboté, qui n'est autre que le symbole de Toei Animation. La belladone de la tristesse, qui seront diffusées sur grand écran avant le montage de plusieurs épisodes de Goldorak, redoublés au cinéma. Là aussi, plusieurs épisodes de séries américaines ou téléfilms seront diffusés chez nous au cinéma dans les années 80, comme Galactica, Hulk, Spider-Man ou encore l'aventure des Ewoks. Enfin, le film Lupin 3 clôturera cette première rafale de projection, puisqu'il faudra attendre 10 ans pour qu'Akira soit le suivant. Ah oui. Notons la timide projection du Phénix de Tezuka en 1982 dans un cinéma d'Angoulême, en présence de l'auteur, ce qui permettra à Moebius et Jean-Pierre Dionnier de faire sa rencontre. Le film sortira en VHS sous le nom mal choisi des Vengeurs de l'espace. Donc Moebius, c'est un grand dessinateur de bande dessinée qui a beaucoup travaillé aux US, qui connaît bien le Japon et machin. Et Jean-Pierre Dionnier, c'est un précurseur aussi qui va
diffusait pas mal de films de cinéma de quartier, un peu underground sur Canal+, et faire découvrir la plupart des trucs aux gens. D'accord. Là, si tu veux, c'était un peu le premier fan de pop culture quand c'était pas la mode encore. Tu vois. Ouais. C'est notre doyen à tous, Jean-Pierre Dionnet. Je l'ai vu un jour à Clermont, il est venu pour une projection, j'ai parlé avec lui, j'ai donné mon bouquin. Là. Oui. Je fais mes avec lui sur Facebook, c'est cool. Ouais. Cyborg 009 est diffusé dans les salles obscures, d'abord en avant-programme. En effet, 2 films sont ainsi découpés en épisodes de 3 minutes dès 1966. Ces films sont en noir et blanc et seront ultérieurement proposés dans leur intégralité et avec leur couleur d'origine, mais compilés en un seul film. Toujours uniquement au cinéma en 68. Un passage flashback racontant la jeunesse de Françoise lors de la guerre a été écarté de la version française. Donc là, il y a une française dans Cyborg 09, la fille c'est une française. Belladonna, la sorcière, produit en 73 par Osamu Tezuka, est un film pour adultes qui sera confiné au cinéma d'art et d'essai en France dans les années 70. Il bénéficiera d'une ressortie classique en 94. Le film est à nouveau projeté en 2016. À l'initiative d'Alain Schlokloff de la revue L'écran fantastique, sont projetés lors de festivals Space Cruiser Yamato, Nausicaa et Urotsuki Doji. Donc Nausicaa, ça a été donc le premier Ghibli, le premier Miyazaki. Avant même que ce soit Ghibli. Ok. Le 7 mai 91 sort dans 2 salles parisiennes le long métrage Akira. Donc tu vois, c'est sorti dans 2 salles Paris et c'est tout, hein, Akira. Ah oui. Alors moi à l'époque, je cherchais désespérément à le voir ici, ben tiens, ma cache. Ouais. Ils l'ont pas acheté? Non mais c'est surtout qu'ils y croyaient pas trop. Ah oui. Donc du coup, 2 salles à Paris juste pour essayer, tu vois. Ah oui, comme ça, pas eu de à Paris, ils l'ont pas mis ailleurs. Voilà. Ah, t'as souvent des trucs à Paris et pas ailleurs. Ah. Ce film d'animation est le maître étalon de la production nippone. Katsuhiro Otomo, auteur du manga, signe lui-même l'adaptation de son œuvre. Le 24 images par seconde offre une fluidité inégalée. Seule l'affiche française, redessinée par un tâcheron, gâche le parcours de ce film obligatoire pour tout prétendant à titre de fan de manga, même si la compréhension de l'histoire reste problématique. C'est également un des rares titres à avoir été pressé sur support laserdisc français, avec Ghost in the Shell, Porco Rosso, le film de Ken le Survivant, le 4e film des Chevaliers du Zodiac, Lucifer, et le 8e film de Dragon Ball Z, Broly. Porco Rosso, évoqué précédemment, sera le premier film des studios Ghibli à sortir au cinéma en France en 95, avant que Disney ne se mette à les distribuer. Et Mon voisin Totoro suivra le chemin contraire en étant proposé en France d'abord à la télévision, avant la VHS, puis seulement en dernier au cinéma en 99. Autre initiative à noter, le cycle Ciné-Manga qui proposera en exclusivité dans le cinéma UGC 8 films d'animation japonaise. Galaxy Express 999, Macross, Arion, Grey, La guerre des démons, Conan, le fils du futur, Ranma & Me et les héros de la galaxie. Cette dernière série est à noter comme étant la plus longue dans le monde des OEV, une centaine d'épisodes. Autrement dit, chaque épisode a été financé par sa vente en vidéo. En France, nous ne connaissons que le film, que je qualifierais de long et chiant, ponctué par 15 minutes de combat spatial sur la musique du boléro de Ravel, un vrai supplice. Les sorties de Ghost in the Shell, Perfect Blue, Jinro feront des scores moyens. AB couplera par 2 fois 2 films de Dragon Ball Z pour une sortie cinéma, et un film de Sailor Moon qui fera un bide. Ce dernier sera annoncé via son affiche dans un cinéma clermontois qui ne diffusera finalement pas. Car il y avait l'affiche et je l'ai jamais passé. D'accord. Pokémon s'offrira le grand écran à 3 reprises avec une baisse de fréquentation à chaque opus. Bon, depuis, ils en ont remis un au cinéma, donc maintenant c'est 4 fois. Ok. Les sorties ciné se feront de plus en plus nombreuses, mais les scores resteront toujours très bas, à l'exception des sorties Ghibli désormais chapeautées par Disney. La première adaptation live d'un manga arrivera sur les écrans de cinéma français en 1980. Datant de 72, il s'agit du 2e volet de la saga en 7 opus des Baby Cart, l'enfant massacre, d'après le manga de Lone Wolf and Cube de Kazuo Koike et Goseiki Kojima. Alors les Baby Cart, en fait, c'est un samouraï qui parcourt le Japon avec son bébé dans son landau, sauf que il trucide tous les gens qui y passent. Il leur coupe la tête et tout, ça gicle le sang et tout, hein, c'est pas pour les enfants Baby Cart. Et même sur le... pas là Même... Hein? Il s'en sort pas? Comment ça, il s'en sort pas? Bah, le sang et tout. Non, il s'en sort pas, non, ça gicle et tout, c'est violent. Okay. Les Baby Cart, c'est un truc violent, c'est du Shambara, donc Shambara, c'est les films d'époque samouraï. Et donc du coup, c'est gore, c'est machin. Et c'est interdit au moins de... Ouais, c'est pas pour les enfants. Ouais. À la même époque, on découvre aussi l'adaptation de Jacques Demy de Lady Oscar. Le dessin animé n'existe alors pas encore. D'accord. Et cette adaptation est une catastrophe, loin de l'œuvre animée. Il est nul à chier ce film. L'animation japonaise arrivera sur nos écrans de télévision quelques années avant Goldorak, en premier lieu avec la diffusion du fameux Serpent Blanc, diffusé 2 ans plus tôt au cinéma. Nous sommes alors le 30 décembre 1964. Et non, j'étais pas né. L'année suivante, c'est une série mettant en scène des marionnettes qui nous sera proposée avec la diffusion d'un unique épisode de Ginga Chonentai,
alors baptisé le Commando de la Voie lactée. Cet épisode, le 67e, est proposé en VO sous-titré et est aujourd'hui le seul existant encore, comme j'ai dit tout à l'heure. Toujours sur le principe de diffusion d'un seul épisode, c'est en 67 que nous retrouvons l'animé Oba-Q, le petit fantôme. Oui. Puis l'année suivante, un épisode de Mirai Kara Chonen Super Jetta, qui est diffusé sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Tous les deux dans le cadre d'une soirée japonaise. Il s'agit du dernier épisode et il est proposé en version sous-titrée en noir et blanc. À l'origine, la moitié des épisodes de cette série ont été colorisés pour l'exportation et c'est donc une version couleur qui fut proposée. En 71, notons la diffusion de le Dauphin, qui est une série française mais réalisée au Japon. Et l'année suivante, Calimero, série italienne également faite au Japon. En 72, c'est Jungle Tate, le roi Léo, qui est diffusé dans Rue des Alouettes. Puis en 74, Ribbon no Kishi, le prince Saphir, rebaptisé Princesse Saphir lors de sa rediffusion avec par ailleurs un nouveau doublage. Tous deux signés Osamu Tezuka. Le père d'Astro, le petit robot et le Blackjack. Ces séries étaient diffusées de façon anarchique puisque c'était le vote des téléspectateurs qui décidaient de leur passage à l'antenne. Ah bon? Genre, tous les 2 semaines, ils appelaient pour dire je veux voir ça. T'avais un truc qui s'appelait La Une est à vous. Ouais. Et en fait, on te proposait ce que tu voulais voir et tu appelais pour dire ce que tu voulais voir. Ce qui avait le plus de coups de téléphone, c'est ça qui passait. D'accord, donc s'il y en avait qui voulaient tout le temps voir la même chose, et ben les autres passaient plus. C'est ça. D'accord. Donc apparemment, les gens demandaient à voir le roi Léo et le prince Saphir. Plutôt bien. Oui. Donc la première série live japonaise à être proposée sur les écrans français était un épisode d'Ultra Seven. Nous y reviendrons. Mais pour une diffusion intégrale, le nommé est La Légende des Chevaliers aux 108 étoiles, Suikoden, en 77. Adaptation du récit chinois Au bord de l'eau. Cette série bénéficiera d'une adaptation française de Michel Gatineau, qui signera dans la foulée celle de Goldorak, Albator et autres batailles des planètes. Il faudra ensuite attendre l'arrivée de Sankukai. Spectreman, acheté dans sa version américaine, aura dû arriver avant, mais la diffusion fut repoussée de quelques années. Ce qui explique que nous découvrîmes sa version bande dessinée dans les kiosques avant même sa diffusion. On notera un cas similaire avec les bandes dessinées de Star Trek ou encore UFO Alerte dans l'espace. Jacqueline Joubert, grosse pute, ça je le rajoute, ne voulant pas de Spectreman, s'était vu proposer Sankukai et reposa ainsi la diffusion jusqu'à ce que le contrat arrive à échéance. Elle diffusa finalement Spectreman avant d'en perdre les droits en 82. Oui, alors pourquoi grosse pute Jacqueline Joubert, parce qu'elle ne voulait pas diffuser Goldorak, elle ne voulait pas diffuser de trucs japonais, et que... Jacqueline Joubert, elle est pour protéger les enfants, elle veut pas les trucs de japonais, c'est ça? Exactement. Ok. Alors même si ça part d'un bon sentiment, ça change pas le problème. Hein, parce qu'il faut pas protéger les enfants de Goldorak, c'est très bien Goldorak. Phénomène particulier que celui où un personnage inédit est créé dans une adaptation live ou animée et que ce personnage s'avère si populaire que souvent il est introduit à son tour dans l'œuvre originale. Ils sont nombreux. Orko, Daryl, Chloé Sullivan, Harley Quinn, Firestar, et même un élément important de la mythologie de Superman, la Kryptonite qui est apparue dans la dramatique radio, ainsi que le personnage de Perry White. D'ailleurs, même la faculté de voler est apparue dans le premier dessin animé des frères Fletcher, car le pouvoir de Superman était de faire de grands sauts, n'était pas assez télégénique. Ah. Donc tu vois, c'est pas dans les comics qui volent, c'est pas dans les comics qui y a la kryptonite, ça a été inventé par les trucs à la radio ou en dessin animé ou machin par la suite. Puis après du coup on l'a intégré. Ah si c'est bien, c'est une bonne idée, je prends. D'accord. Jimmy Olsen pour sa part apparaît dans Action Comics numéro 6 et n'est pas encore affilié à Superman. Il sera d'abord par le biais de la radio, puis dans Superman 13, le nom de Jor-El est utilisé par les auteurs de Superman un an avant la publication de ce dernier dans une aventure de Federal Man dans New Adventure Comics numéro 12. L'influence de la télévision est telle que le mariage de Superman, prévu dans les comics, dut attendre que l'événement ait lieu dans la série télé Lois et Clark, avant de sauter le pas. Même si cela n'est pas une évidence, bon nombre de petits détails de la série Smallville adaptent des éléments de comics datant souvent de très longtemps. Le personnage de Chloé Sullivan, la seule à connaître le secret de Clark au début, et celle qui restera quasiment tout le long des 10 saisons de la série, ne fut intégrée aux comics que très tardivement. La Légion des super-héros est un groupe de héros d'ici, officiant dans le futur. Fans de Superboy, ils remonteront le temps pour que leur idole combatte à leur côté dans le futur. Mais leur comics est marqué en 63 par deux phénomènes majeurs qui seront désormais récurrents dans les comics. D'abord la mort d'un personnage, puis son retour à la vie. Donc tu vois, la première mort à la résurrection, c'était dans les Légions des super-héros. Avec l'acteur Conrad Veidt dans le rôle de Gwynplaine, dont une photo sera de forte inspiration pour l'aspect du Joker. Enfin, une carte à jouer finira de fixer l'apparence de cette invention de Bill Finger. L'identité précédente du Joker, le criminel casqué Red Hood, est partiellement inspirée de l'homme au masque de fer d'Alexandre Dumas.
Alors, quand ils ont créé Batman, t'avais Bob Kane qui faisait les dessins et Bill Finger qui faisait le scénario. Mais en fait, il était pas crédité lui. C'est Bob Kane qui se tirait tout le machin. Alors qu'il se faisait payer et tout, et puis il donnait à Finger, tiens, voilà ta part. Que les petits trucs. Donc c'est bien plus tard qu'on a su que c'était Bill Finger qui avait eu toutes les bonnes idées dans Batman. Et que, voilà, parce que c'est pour ça que souvent quand tu vois Batman, tu vois créé par Bob Kane et pas forcément marqué Bill Finger. D'accord, ok. C'est bien fait enfler lui. Ouais, il disait rien. Bah à l'époque il était content d'avoir des sous déjà, donc tu vois, quand t'es personne et que t'es un nègre pour un autre, t'es content. Tu sais, t'as plein d'auteurs aussi qui en fait engagent un nègre, c'est un gars qui écrit à leur place, mais c'est leur nom à eux qu'ils mettent sur la couverture, parce qu'ils sont célèbres, parce qu'eux ils vont faire vendre. Ouais, c'est ça. Alors que c'est l'autre qui a fait tout le boulot. C'est ça. Et bien sûr l'autre il démiette aussi au niveau du pognon, il leur donne un petit peu quand il est gentil. Ouais, c'est ça. Alors, le nom du gangster assassin des parents de Bruce Wayne est Joe Chill. Son identité sera révélée bien plus tard, mais c'est dans le numéro 33 de Detective Comics que l'on apprendra l'origine de Batman, soit 7 numéros après sa première apparition, dans le numéro 27. Robin, quant à lui, apparaît au 38. C'est le serial de Batman qui créa la Batcave, et qui forgera l'apparence d'Alfred, préalablement présenté gros dans les comics. Le dinosaure présent dans la Batcave vient du numéro 35 de Batman, où ce dernier se rend dans un parc d'attractions de dinosaures robotiques. Ce numéro est dessiné par Dick Sprang, dont le trait reconnaissable sera utilisé pour la série animée Batman, l'Alliance des héros. Quant à la pièce géante, également vue dans la Batcave, on trouve son origine dans le numéro 30 de World Fitness Comics, où Batman affronte un collectionneur de pennies. Le penny. De pennies, c'est un euro, quoi. Ah oui, penny, c'est une pièce, c'est la monnaie. C'est la monnaie de là-bas. Oui. C'est même plutôt un centime. Ouais. Harley Quinn est créée en 92 dans le dessin animé de Batman Animated, de Paul Dini et Bruce Timm, qui révolutionna le cartoon américain en le faisant sortir de l'équation de dessin animé égal enfant. Le propos de cette adaptation se voulait plus sombre que les précédentes. Plus question de faire un crossover avec Scooby-Doo, même si maintenant ils l'ont refait. Mais bon, ils l'ont fait avec la version de l'Alliance des héros, donc pas avec la version sérieuse. Ah bon? Ouais. Dans cette optique fut créée la psy du Joker, Harley Quinzel, qui tomba sous le charme de son patient et sombra dans la folie. Le but était d'humaniser le Joker via ses interactions avec ce personnage qui devint vite culte, et qui fut rapidement intégré aux univers comics et jeux vidéo de Batman. Et après, elle devient méchante, Harley Quinn. Oui. Tu lui as dit qu'il est censé l'humaniser, elle devient méchante aussi. Ouais, parce qu'elle se laisse influencer par le Joker. C'est trop fort, ouais. Parce qu'il est pour le goût. Et après, ils font bon couple. Bah, exactement. Ça rappelle quelqu'un. L'héroïne Black Canary, qui sera plus tard la promise de Green Arrow, fait ses débuts dans Flash Comics numéro 86. Elle est la deuxième grande super-héroïne à faire son apparition dans les comics d'ici après Wonder Woman. Dans cette aventure, elle n'est qu'un personnage secondaire de l'histoire de Johnny Thunder. Elle est d'ailleurs présentée comme une voleuse avant de devenir l'allié du détective Larry Lance. Les fans de Conan le Barbare connaissent sûrement sa copine Red Sonja. Ouais. Pourtant, bien qu'également issue de l'imagination de l'écrivain Robert A. Howard, cette dernière n'est absolument pas une protagoniste des aventures du Cimérien. En effet, elle apparaît dans la nouvelle The Shadow of the Vulture, donc l'ombre du vautour, en 1934 dans la revue Magic Carpet Magazine, donc Tapis Volant Magazine. Ouais. Il s'agit d'un récit historique retraçant le siège de Vienne en 1529 par les armées de Soliman le Magnifique. La relation entre Reine Sonja et le querelleur et pochard Gottfried von Kalmbach nourrira le premier récit de la désormais nommée Red Sonja avec un J, avec le célèbre Conan, et ce fut en 72 dans Conan numéro 23 sous les bonnes grâces de Roy Thomas pour Marvel. C'est par la suite l'artiste espagnol Esteban Maroto que l'on doit le célèbre bikini de métal qui sera désormais l'emblème de la garde-robe de la rouquine. Roy Thomas s'est également inspiré d'un autre personnage pour façonner notre héroïne. Il s'agit de Agnès de Chastillon, aristocrate française du XVIe siècle, également rousse, qui tua l'homme que sa famille voulait l'obliger à épouser dans Curse of the Undead Man, une nouvelle d'Howard achevée par Gerald V. Page datant de 1971. Red Sonja a eu droit à un film rebaptisé chez nous Calidor avec Brigitte Nielsen et toujours avec Schwarzy en Conan. L'élément comique est une grande théorie des Américains. Dans les dessins animés, ils créent toujours un personnage qui fera le zouave, et bien souvent, c'est de ces gaffes que résultent les aventures. Nono dans le 831 est en quelque sorte un contrepoids, car s'il est effectivement l'élément comique, il est le plus souvent source de solutions, et il est plus souvent source de solutions que de problèmes. Contrairement à Undanjay, c'est les conquérants de la lumière, qui obéit plus aux dictats américains. Digne héritier de Orko, dans les maîtres de l'univers, tous deux sont fidèles à leurs héros et connaissent tous deux. Madame Raz dans She-Ra est le pendant de Orko, dans le spin-off She-Ra la princesse du pouvoir, mais n'aura pas droit à sa figurine, contrairement à Orko. D'ailleurs, si pas mal de personnages principaux de She-Ra ont été créés pour la série, comme Scorpio Tenebra, ces derniers n'intégreront pas non plus la gamme de jouets à l'époque. À l'époque, non, ça s'arrange.
Le principe de transformation du prince Adam en Musclor est aussi un apport du dessin animé. À l'origine, Musclor était juste un barbare protégeant le château des ombres, gardé par la sorcière, ce qui donnera les personnages de la sorcière et de sa fille Tila, chef de la garde et amie de Musclor, ignorant son secret. Le feu et la glace, tels étaient les deux éléments choisis pour symboliser les Amazing Friends de Spider-Man, dans un dessin animé inédit chez nous, jusqu'à récemment, parce que Netflix l'a enfin doublé, donc on peut enfin les voir. Voilà. Dont Iceberg des X-Men, qui fut retenu, et l'on créa Firestar pour le feu, la torche humaine des 4 Fantastiques étant d'une part déjà castée. Et puis il fallait bien un élément féminin. Firestar allait plus tard intégrer les comics, d'abord dans sa série limitée, en France dans un récit complet Marvel, puis chez les New Warriors dans Special Strange, et puis au sein des Avengers. Belle carrière. Walking Dead, avant d'être une série télé, est un comic en noir et blanc. Même si la série suit en gros la trame du comic, la différence majeure est bien l'introduction de Merle et Daryl, qui n'existent pas dans le comics. Et le tour de force est que Daryl a réussi à devenir ni plus ni moins que le personnage préféré des fans de la série. Ce qui est curieux, c'est que même ceux qui n'aiment pas du tout les histoires de zombies, comme moi, accrochent à Walking Dead, car ici ce n'est pas tellement le sujet central, ils ne sont que le décorum. La menace de ce monde, mais ce sont bel et bien les histoires de chaque protagoniste qui nous sont contées. La BD Marvel Zombie a aussi eu mon approbation, donc si vous n'êtes pas fan de zombies, jetez quand même un œil. L'épopée de Rick dans Walking Dead est de façon troublante proche de l'Odyssée d'Ulysse par Homère, mais en quelque sorte à l'envers. Il commence par le massacre des prétendants en tuant Shane, qui convoite Laurie, sa Pénélope. Il affronte ensuite un cyclope, le gouverneur, affronte des cannibales tels les Strigons, communique avec les morts, Laurie en l'occurrence, ce que fait également Ulysse. Tout ceci est assez troublant et j'applaudis Xavier Fournier, l'excellent rédacteur en chef du magazine Comic Box, d'avoir souligné ce parallèle. C'est lui qui a mis ça en exergue et j'ai trouvé, ah oui, effectivement, c'est pas con. D'accord. Parce que quand tu regardes Walking Dead, tu penses pas à Ulysse, hein, donc tu veux pas tout de suite le rapprochement. Hein. Oui. À la base, les zombies sont issus du folklore haïtien. Oui. Il s'agit d'être ramenés à la vie via un sortilège pour obéir à un maître. Les zombies tels qu'on les appréhende aujourd'hui sont l'œuvre de George Romero dans son film La Nuit des Morts Vivants, qui influencera évidemment The Walking Dead. Quelques détails diffèrent entre le comics et la série, à commencer par Daryl et son frère qui n'existe pas dans le comic. Ensuite, Rick perd un bras dans le comic, détail un peu contraignant à reproduire dans la série. Certains passages sont plus développés dans la série, comme le triangle amoureux de Rick, Shane, Laurie. On peut voir des caméos de zombies déjà vus dans des films. En revanche, vous pourrez vous dispenser du visionnage de Fear the Walking Dead, une série préquelle ennuyeuse. Dans Dragon Ball Z, on peut citer 2 petits apports. Tout d'abord, le dragon domestique de Sangohan, qui sauve dans le 3e film, le combat fratricide, que l'on retrouve dans les épisodes de Garlic Jr., qui font suite au premier film. Et ensuite, le fameux épisode du permis de conduire, que d'aucuns trouvent excellent. Donc t'as un épisode de Dragon Ball qui n'existe pas dans le manga où t'as Son Goku qui passe son permis de conduire. Donc ça c'est vachement marrant parce qu'il a pas besoin de conduire, il vole, alors qu'est-ce que tu veux, il se téléporte, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'une voiture. Mais bon, c'est marrant. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez qu'il existe 2 épisodes spéciaux de Dragon Ball sur la sécurité routière et les dangers domestiques. Ce sont de vrais épisodes de 15 minutes, assez sympathiques, bien sûr inédits chez nous. Et une team les a fansubés en français. Nous noterons également un épisode de Télébico interactif où, via le fameux appareil Télébico, le spectateur devait répondre aux questions posées durant l'épisode. Celui-ci est l'occasion de voir Sangoku adulte rencontrer Sangoku enfant via la machine à voyager dans le temps de Trunks. Pour Saint Seiya, outre Asgard, le Seigneur Cristal est une création certes charismatique, mais qui malheureusement enlève de la puissance à la relation de Yoga avec Camus. Alors en fait, dans le manga, le Chevalier du Verseau, c'est le maître du Chevalier du Cygne. Mais dans l'animé, pour faire des épisodes en plus, ils ont mis un intermédiaire. Donc c'est le Seigneur Cristal qui est le maître du Chevalier du Cygne, et donc c'est le maître du maître. Okay. Et donc du coup, comme il y a eu quelqu'un entre les deux, bah le Cygne, il a moins connu le Chevalier du Verseau, donc du coup ils sont moins proches, alors que dans le manga ils sont, c'est un peu comme père et fils. Quoi. Ouais. Donc du coup la relation est un petit peu cassée à cause de ça. Les Chevaliers d'Acier, eux, donneront matière à exploitation ultérieure dans la 2e saison de Saint Seiya Omega. En revanche, Masami Kurumada se laissera volontiers influencer par la série télé, par Oko, le codisciple de Shiryu, pour l'apparence de Doko rajeuni dans Hades, et par Orpheus puis Mime de Benetage pour le design d'Orphée, toujours dans Hades. On remarquera quelques petits détails qui diffèrent dans la série télé par rapport au manga. Outre les premières armures de bronze, créées pour être plus vendeuses en jouets, le casque et les épaulettes de l'armure du Capricorne, et la taille des cheveux d'Aldébaran du Taureau. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Il a les cheveux longs dans le manga, il a les cheveux courts dans l'anime, on sait pas. D'accord. Et bon, comme les 3/4 du temps il a son casque dessus, on ne les voit pas ses cheveux, donc ça change pas grand chose. Dans Goldorak, c'est le personnage de Phénicia, la sœur d'Actarus, qui est créé par Shingo Araki. Le manga étant très court, peu de développement a pu se faire. D'ailleurs, Oros aussi semble une création de la série, comme la patrouille des aigles.
Alors, ce que j'ai appris en plus, qu'il n'y a pas là-dedans depuis, c'est qu'à l'époque, en fait, ils voulaient prendre Banta, un des éléments comiques, pour être le pilote du 3e vaisseau qui accompagne Goldorak plus tard dans la série. Mais ils se sont dit que ça ressemblerait trop à Geta Robot, qui a déjà 3 robots, et il y a déjà un gros qui pilote un des robots. Donc, ils ont préféré créer un nouveau personnage féminin, la sœur d'Actarus. Le cas de Cat's Eyes est étrange, bien que là aussi l'animé soit beaucoup plus long que le manga, l'intrigue de ce dernier est moins complexe. Car si dans le manga chacune des sœurs a son prétendant, dans l'animé l'accent est mis uniquement sur le couple Tam-Quentin. Tu connais Cat's Eyes? Non. Cat's Eyes, c'est des voleuses qui tiennent un bar et qui doivent, mais elles volent en fait les œuvres de leur père qui était peintre ou qui avait quelquefois. Après, les revendre. Non, et elles les gardent pour eux parce que c'est leur père qui les a fait. Ah, tu vois, elles volent aux autres, genre. Voilà, elles récupèrent les œuvres de leur père aux autres, mais pour elles, pour avoir des souvenirs, sont leur père. Il est mort. Oui, ou disparu. Ok. On sait pas. Mais alors, là où c'est fort, c'est que en fait, l'une des sœurs, elle sort avec un flic. Ah. Et que c'est là que c'est chaud parce que en fait, voilà. Et en plus, un flic qui est chargé d'arrêter les Cat's Eyes. Ah oui. Donc en fait, il sort avec Cat's Eyes sans le savoir. D'accord. Voilà. Et donc dans l'animé, c'est juste ça. Alors que dans le manga, les 3 Cat's Eyes, elles ont chacun un prétendant. Tu vois. Alors que là, dans le dessin animé, c'est que Tam-Quentin qu'on voit. Okay. Les autres, elles peuvent en voir de temps en temps, mais on s'en fout. Ok. L'excellent dessin animé The Clone Wars, qui compte les aventures d'Anakin entre les épisodes 2 et 3 de Star Wars, développe les aventures d'Ahsoka, la Padawan d'Anakin, qui devient un élément important de cet univers, comme Maharaja, la femme de Luke, qui apparaissait dans les romans, ainsi que les enfants de Han Solo et Leia, le retour de Darth Maul dans cette même série, et le personnage d'Asajj Ventress, disciple de Dooku, est également important dans la mythologie Star Wars. Bref, je conseille ces séries aux fans qui n'ont pas encore été tentés par le côté image de synthèse de la Force. De plus, le général Grievous et même Boba Fett à l'époque apparaîtront pour la première fois dans un dessin animé. Clone Wars de Genki Tartarovsky et Paul Rudish, Samurai Jack, le laboratoire de Dexter. Puis Grievous voilà, pour Grievous, et le dessin animé diffusé dans le cadre de Autant de la Guerre des Étoiles, un programme télé de 78 où apparaissaient les acteurs du film pour Boba Fett. Depuis renié par George Lucas qui lui a interdit toute rediffusion. Depuis le remaniement des films de la trilogie, Boba Fett apparaît désormais dès l'épisode 4, un nouvel espoir, mais à l'époque il n'était introduit que dans l'Empire contre-attaque, l'épisode 5. Ok. Petite anecdote, George Lucas, qui est le premier à modifier ses œuvres, s'est autrefois opposé à la colorisation des films en noir et blanc. Parce qu'en fait, tu sais, à chaque fois qu'il ressort Star Wars sur un nouveau support, il corrige toujours des trucs à chaque fois. Et en général, ça plaît de moins en moins aux gens. Les gens, ils préfèrent la première version. Mais lui, il est tellement pas content des premières versions qu'en fait, à chaque fois qu'il en sort une nouvelle, la précédente n'est plus trouvable. Ah oui. Donc les toutes premières versions de Star Wars n'existent pas en Blu-ray, par exemple. Parce qu'il veut pas les sortir en Blu-ray. Ok, pourtant il fait du bénéfice. Bah oui. Le docteur Mark Sloan, héros de la série Diagnostic Meurtre, a effectué un galop d'essai dans l'épisode Régime détective de La Loi et la Loi. Notons également que cette dernière aurait dû être annulée au terme de sa première saison, mais la fin de Magnum donna un sursis à la série qui se retrouva délocalisée à Hawaï pour sa seconde saison. Magnum avait elle-même profité de l'infrastructure d'Highway Police d'État pour avoir lui. Donc en fait, ils ont fait la série Highway Police d'État à Hawaï, et comme quand ils ont arrêté la série, bah, ils avaient tout le matos à Hawaï, ils se dit on va faire d'autres séries. Ouais. Donc du coup ils ont fait Magnum. Quand ils ont arrêté Magnum, ils avaient fait une série qui était La Loi et la Loi, qui marchait pas trop. Mais ils disaient ouais, mais on va utiliser encore l'infrastructure qui est à Hawaï. Donc du coup la deuxième saison, de cette série-là, on va la faire à Hawaï. Voilà. Moi j'aime bien La Loi et la Loi en plus. Ouais. Les 2 saisons, qu'elles soient à Hawaï ou pas, c'est pas grave. Certaines séries ont des épisodes spéciaux. Par exemple, Buffy contre les vampires possède un épisode comédie musicale. Ah ouais? Il devrait te plaire celui-là. J'ai vu moi les Buffy contre les vampires quelques-uns. Mais t'as pas vu l'épisode où il chante tout le temps? Bah, il y a un épisode spécial comédie musicale où il chante tout le temps. Avant de devenir la série que nous connaissons. Dans les grandes lignes, ce pilote compte la même chose que le premier épisode de la série, quand Ulysse affronte le Cyclope. Néanmoins, l'aspect graphique est totalement différent, et Ulysse y possède certains pouvoirs. Seul Nono reste vraiment proche de ce qu'on connaîtra par la suite. Enfin, le vaisseau Odysseus est un simple anneau. Pendant longtemps, seule une version japonaise était visible sur le net. Récemment, la VF a été retrouvée et on peut y entendre Philippe Auguste, la voix du Capitaine Flamme sur le héros, attestant qu'un changement de casting vocal a aussi été opéré lors de la production de la série. Le double épisode était prévu, mais le double des épisodes était prévu, donc en fait il y en a eu 26, il aurait dû y en avoir 52. Oui. Mais une mésentente entre japonais et français écourta la série qui possède néanmoins une fin. Ce qui n'arrivera plus quand la Dict Studio qui réalise US 31 assurera désormais une de ses coproductions avec les US, comme Jace et Mask. Une fin pour Jace était bien prévue cependant.
Avant d'arriver en France, Pokémon a été victime d'une mauvaise publicité à cause d'effets d'épilepsie, pas cher à raconter. Oui. Bon, ça j'ai déjà dit de toute façon. Ce qu'il faut noter, c'est que Pokémon a été proposé à Saban, celui qui propose les Power Rangers, et c'est une de ses collaboratrices qui a jugé la série et qui n'en a pas voulu. Donc du coup, Saban n'a pas eu Pokémon, et puis après il a viré la collaboratrice. D'accord. À cause de j'ai pas eu Pokémon, connasse, dégage. Va voir ailleurs. Donc ça c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Yu-Gi-Oh! Commença sa carrière animée dans une courte série d'auto-animation, qui adapta les premiers mangas où le héros cessait à d'autres jeux que les cartes. Cette adaptation, reniée par l'auteur, n'a jamais été diffusée hors du Japon et demeure désormais bloquée là-bas, tout comme le premier long métrage réalisé par le même studio. Pour l'anecdote, c'est Shingo Araki, le character designer de Saint Seiya, qui officie sur Yu-Gi-Oh, bien que cela ne se voit pas. Néanmoins, on peut voir quelques personnages de Saint Seiya apparaître en caméo dans la foule, dans l'arrière-plan d'un épisode. D'autres séries ont été reprises, comme Full Metal Alchemist ou Hunter x Hunter. Olive et Tom, quant à elle, comporte 3 séries qui rebootent le début de l'histoire à chaque fois et n'offrent que peu d'inédits. Alors que le manga, lui, en compte énormément. 4 maintenant. Et encore une nouvelle série d'Olive et Tom, maintenant il y en a 4 différentes. Et à chaque fois, il recommence à 0. Alors ça, c'est chiant. C'est bon, le début, on connaît par cœur. Pat Labor a été évoqué pour la première fois en France dans l'émission de Babylone, l'émission Babylone de Nomaro d'Agile sur la 5. C'est à ce moment nous pouvions nous attendre à une série de robots telle que nous connaissions comme Goldorak, et le générique AB confirme cet état de fait. Mais en réalité, la série retrace les aventures d'une brigade de police, et les bords ne sont ni plus ni moins que des voitures de police un peu plus pratiques. Mais les combats de robots sont rares et décevants, y compris quand le Griffon intervient piloté par une gamine. Les films de Pat Labor ne sont guère plus. Remuant. Avec beaucoup de longueurs soporifiques. Les films sont chiants. C'est ce que tu vas monter, le Pat Labor. Oui, je sais. Micros et Photonic sont 2 super-héros français créés par les éditions Luc pour faire des super-héros à la sauce Marvel, mais réalisés en France. Jean-Yves Mitton avait au préalable réalisé 2 épisodes du Surfeur d'Argent, mais un deal avec Stan Lee a pendant longtemps interdit que ce personnage ne vit des aventures en solo écrites par quelqu'un d'autre que lui. De plus, jouer le personnage à Marvel revenait cher. Aussi, Luc décida de plutôt d'imaginer ses propres héros. D'abord publiés dans la revue Mustang, ces 2 personnages intégreront les sommaires de Titan et Speedy aux côtés de héros Marvel. Micros et ses 2 amis ont le pouvoir de devenir microscopiques suite à leur rencontre avec des extraterrestres. Leurs aventures débutent à New York, mais ils seront par la suite dans le fond de la France. Photonic est l'œuvre de Siro Tota sous sa forme civile. C'est un bossu accompagné d'un enfant qui parle aux animaux et d'un vieillard télépathe. L'inspiration première de ce trio est la BD Black Lorock sur laquelle travaillait Tota, car ces 2 auteurs étaient dévolus à la retouche des planches pour la censure et la création des couvertures avant d'avoir l'opportunité de créer leurs propres héros. Ils sont aujourd'hui dans la BD en album, mais ont autorisé d'autres à continuer les aventures de leurs héros. 28 ans après sa création, l'ultime épisode de Photonic est enfin édité dans le dernier des sagas morts, aux éditions Black and White. Tota, occupé à réaliser des couvertures pour les revues Marvel, laissa l'histoire sans conclusion. Il va désormais s'y atteler et nous proposer bientôt le dernier épisode des aventures de Photonic. Certains d'entre vous se sont peut-être dit que cette actrice... Ah non, ça c'est une chose. J'attends toujours la fin de Photonic, il est encore en train de plancher dessus. Ah ouais? Donc on espère qu'on l'aura, mais il est très 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 lent. Ah oui, d'accord. Et puis il est minutieux, il a chaque détail, il est pointilleux, oui. Certains d'entre vous se sont peut-être dit que cette actrice leur disait quelque chose en voyant Mayim Biakik dans le rôle de Amy Farrah Fowler dans Big Bang Theory. En effet, elle avait fait une apparition dans MacGyver et le clip Liberian Girl de Michael Jackson, mais elle était surtout Petite Fleur dans la série éponyme diffusée au début des années 90 dans le Disney Club. Cette série avait vu débarquer dans certains de ses épisodes des héros d'autres séries tels que le Prince de Bel-Air ou Alf. Faudrait que je les vois ces épisodes. En parlant du Prince de Bel-Air, nous noterons que le générique de l'épisode pilote est un peu plus long. On y voit Will prendre l'avion. Et j'ajouterais que dans un épisode, dans le doublage français, il parle de Goldorak. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cette secousse? Bah, c'est un peu comme si Goldorak secouait la petite maison. Hein. Donc, il y a souvent, en fait, dans les doublages français, Goldorak c'était tellement culte à l'époque qu'ils en ont parlé dans les trucs, mais seulement en VF parce que en US ils connaissaient pas, ils risquaient pas de le faire. D'accord. Donc t'avais un épisode de Madame est servie par exemple où il disait mais c'est qui ce Goldorak? Ce Goldorak c'est mon patron. Et puis aussi dans Chef Fais-moi peur, il dit ce sont les dieux qui font des trucs comme Goldorak. Oui. Et aussi dans l'agence touriste aussi. Alors Smith a dit qu'il se prenait pour Goldorak. Ouais, c'est sûrement sa série préférée. Là, ça c'est sympa là. Ouais. Et aussi un épisode de l'homme qui tombe à pic. Ah bon? Et là c'est encore plus croustillant parce que il dit il se prend pour Goldorak et en fait le gars qui double le héros, il double un personnage dans Goldorak. Il double Dargos dans Goldorak. Donc ça va bien. Mais... Donc c'est lui qui dit il se prend pour Goldorak, c'est énorme. Ouais.
Voilà, les célèbres Dalton, adversaires de Lucky Luke, apparaissent d'abord dans le 6e album Hors la loi, et comme leur modèle réel, périssent au terme de l'aventure. Donc tu vois, souvent ils ont un méchant, ils le tuent à la fin de l'épisode. Ah, mais non, il faut le garder. Oui. En fait, dans la vraie histoire, l'un d'eux survit, et de plus ils étaient 5 et l'un d'entre eux était shérif. En tout cas, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais sous l'impulsion de Goscinny, ce sont les cousins des Dalton qui reviennent. D'abord au détour d'une case de Lucky Luke contre Joss Jammon. D'abord dans une case de Joss Jammon. Donc ils font pas revenir les vrais Dalton, ils font revenir les cousins, qui là pour le coup sont plus demeurés. Parce que les vrais Dalton, ils étaient sérieux, hein, ils déconnaient pas, il n'y avait pas la vraie. Hein. Ouais. Voilà. Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie est apparu pour la première fois dans Marvel Premiere numéro 7 dans l'histoire The Sword in the Star, donc l'épée dans les étoiles, par Bill Mantlo et Kate Guinness. Il s'appelle alors Rocky d'après Rocky Raccoon des Beatles. Plus tard, le personnage apparaît dans sa forme définitive dans un numéro de l'incroyable Hulk. Concernant le vrai visage de Wolverine, qui dans les premiers épisodes des X-Men restait masqué, on peut déceler diverses influences. Pour les fêtes de l'hiver 75-76, paraît le numéro 98 de la série X-Men, où Dave Cockrum révèle à quoi ressemble Serval, un personnage créé par d'autres, Len Wein, Roy Thomas, John Romita et Herb Tramp, c'est-à-dire invente son identité civile, à laquelle John Byrne viendra plus tard donner substance. En 72, Cockrum assurait les finitions de Stack Chuck, une bande western dont Hollywood assurait la production pour les magazines de l'armée états-unienne. Le personnage éponyme possède déjà les rouflaquettes caractéristiques. Coïncidence, Byrne donnera à son Logan la même dégaine de cow-boy courtois dans les épisodes avec Tariko. Il est fort possible qu'il soit parvenu au même style en partant d'une source commune, celle donnée par Byrne, le Walt Coogan de Clint Eastwood dans Un shérif à New York en 1968. En 71, le visuel de Timberwolf fait partie de ceux de Dave Cockrum fait bénéficier d'une révision lors de sa participation à la première renaissance de la Légion des super-héros chez DC. Outre une paire de pattes de cheveux encore relativement modeste, il possède la fameuse coupe en V, Whitstock Peak en VF, caractéristique. En 66, Hollywood avait introduit dès le premier numéro de son prozine Wits End une variation punk sur le mythe de Tarzan appelée Animal, qui possédait déjà la combinaison coupe en V plus pattes, même si dans une version encore plus modeste. Il est possible encore que Cockrum et Wood se soient abreuvés à la même source. Le maquillage inventé par Jack Pierce pour le premier loup-garou de Universal, celui de Londres en 1935, c'est ce classique du cinéma fantastique qui a introduit la combinaison coupe en V plus pattes, comme caractéristique des personnages lupins. D'accord. La coiffure de notre bon Serval, donc Serval c'est le nom qu'on donnait à Wolverine à l'époque en France, serait donc tout bêtement une coiffure de loup-garou. Il faut dire que le projet de Cockrum et Claremont était à l'époque de faire passer Serval du statut de mutant à celui de créature du maître de l'évolution. Ils pensaient ainsi pouvoir s'en débarrasser. Et ce look de loup-garou a donc été une façon de le déshumaniser. Concernant le nom du métal adamantium, il vient de l'adamantium, un adjectif appliqué aux chaînes qui retiennent Prométhée à un rocher dans la mythologie. Alors j'en profite pour préciser donc que Wolverine il apparaît pour la première fois dans un épisode de Hulk. Et en fait, quand ils vont faire les nouveaux X-Men, ils l'ont pris uniquement parce qu'il était canadien. Et donc du coup, il fallait mettre un petit peu de variété dans les nouveaux X-Men. T'avais des X-Men qui venaient de partout, alors que les premiers, ils étaient tous des Américains. Et ensuite, quand John Byrne est venu remplacer le dessinateur Dave Cockrum, comme lui-même il est canadien, il s'est pris d'affection pour Serval. Donc du coup, il l'a mis plus en avant dans les histoires. Et donc du coup, c'est là qu'il est devenu culte et qu'il est devenu célèbre et que ça a été le personnage préféré des X-Men de beaucoup de gens. Okay. Voilà.